L'innovation vient du grec kétonomia. Kétonomia, on ne l'utilise pas très souvent parce qu'on utilise parfois plus souvent le latin qui est innovare. Innovare, ça vient du terme innovation qui signifie le changement à l'intérieur. Novare en latin, ça signifie changement. In, on l'utilise en anglais, ça veut dire l'intérieur. Quand vous changez quelque chose à l'intérieur, vous allez innover. Et c'est lié à des forces externes, par exemple, qui vont provoquer chez vous des changements. Si, par exemple, dans la salle, vous avez ou vous n'aurez plus de dents de sagesse, c'est parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, il y a eu un changement à l'intérieur lié aux forces externes. Par exemple, il y a de très nombreuses décennies de cela, nous avions besoin de nos dents de sagesse pour pouvoir manger, mastiquer des chairs crues, par exemple, ou des racines, par exemple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On va au supermarché pour pouvoir avoir de la nourriture que l'on va facilement pouvoir mâcher et digérer. Le terme grec, donc, c'est kétonomia. Kétonomia est donc un terme plus ancien. Le premier qui l'utilise probablement, en tout cas les sources nous donnent, c'est Xénophon. Xénophon est très connu parce que c'est celui qui a fait une deuxième biographie de Socrate. Platon l'a fait, bien sûr, mais Xénophon également dans les Mémorables. Et Xénophon va utiliser le terme kétonomia à propos des mines de l'Orion. Alors, si vous connaissez un petit peu la Grèce, dans le sud d'Athènes, vous avez les mines de l'Orion où on va chercher de l'argent, on va chercher de l'or également pour pouvoir essayer de trouver des matériaux. Et donc, Xénophon propose kétonomia, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire. Je ne rentre pas dans le détail techniquement de ce qu'il propose, mais ce n'est pas le seul. Il y a Hippodamos aussi. Alors Hippodamos, c'est celui qui va penser l'architecture, notamment du port du Pirée. Et puis il y en a d'autres également. Aristophane. Aristophane va utiliser dans ses pièces, notamment avec les femmes, les comédies, il va proposer une innovation qui va être le droit des femmes. Elles vont avoir le droit de parler, d'aller sur l'agora, elles vont avoir le droit de voter, les femmes, elles vont avoir le droit de proposer, de suggérer. Et puis encore une fois, un autre philosophe dans l'Antiquité qui est intéressant, qui est Platon. Platon va utiliser les termes de kétonomia et d'innovation à travers, cette fois-ci, quelque chose d'un peu plus particulier, parce que c'est l'individu. L'individu qui peut se changer. Alors pourquoi est-ce qu'il faut se changer? Parce qu'il faut qu'il devienne philosophe. Et donc, vous le savez probablement, mais Platon, c'est celui qui va appeler à ce que le roi soit philosophe, ou que les philosophes soient des rois. C'est comment ça fonctionne à peu près l'innovation dans l'Antiquité grecque, ce que l'on a pu repérer. Sauf que l'innovation va avoir une dimension très particulière au cours des siècles, c'est qu'elle va être confisquée. Elle va être confisquée par deux pouvoirs, le pouvoir religieux, qui sera le pouvoir pastoral, et le pouvoir politique. C'est très simple à comprendre. On veut éviter qu'il y ait des changements dans la façon avec laquelle les gens se conduisent, donc on confisque l'innovation. On va même l'interdire parfois. Et on peut même qualifier d'hérétique celui qui va vouloir innover. Il ne faut surtout pas innover. Si j'ai le pouvoir, vous vous doutez bien qu'on ne veut pas changer. Donc, à l'évidence, on essaie de confisquer. Il y a même Édouard VI qui avait fait une proclamation anti-innovation. Tout ça, c'est globalement l'Antiquité jusqu'à l'espace contemporain. Et à l'espace contemporain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez la fin des monarchies, vous avez la fin des pouvoirs qui vont confisquer l'innovation à ne pas faire. Donc on va pouvoir faire ce que l'on veut un peu plus librement, parce que la monarchie disparaît, les républiques, les démocraties apparaissent, donc on va pouvoir le mettre en œuvre. Et puis le pouvoir religieux aussi disparaît. Le pouvoir religieux disparaît, il n'a plus la mainmise, il n'a plus le pouvoir pastoral de pouvoir dire comment se comporter. Sauf que dans l'espace contemporain, vous avez un troisième niveau qui est important, qui est l'évolution scientifique. L'évolution scientifique et technique qui fait qu'on va pouvoir faire ce que l'on voulait faire. Ce qui n'est pas négligeable. Parce que l'immortalité, par exemple, ou en tout cas la volonté pour que l'homme soit prométhéen, a toujours été dans les mythes. Sauf qu'aujourd'hui, avec les techniques que l'on peut avoir, eh bien, ça devient possible. Autrement dit, si vous me suivez bien, au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, nous avons eu des désirs, mais nous avons eu des contraintes et des contrôles. Un contrôle pastoral, un contrôle politique, un désir technique qui n'était pas possible parce qu'on n'en avait pas la connaissance. Sauf que l'espace contemporain va justement permettre ça. Vous diminuez les religions, vous diminuez le pouvoir central et vous pouvez accroître également les connaissances scientifiques. Ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous donner une innovation débridée. Plus rien ne m'empêche de faire ce que je veux. Et plus rien ne m'empêche de faire ce que je veux va être particulièrement confisqué par quoi? Par l'économie. Parce que l'économie, elle, va trouver un intérêt, notamment par le politique, à devoir innover. Autrement dit, quand vous regardez aujourd'hui toujours les commentaires et les rapports de l'OCDE,
L'innovation, c'est le salut de tous les maux. Parce que, évidemment, on va pouvoir créer de l'emploi, de la croissance économique, on va pouvoir atteindre le bien et le confort pour tout un chacun. Et à l'évidence, ça devient l'innovation l'élément déterminant. Sauf que cet élément déterminant, globalement, va être qualifié, repris par un économiste connu, autrichien, c'est Joseph Schumpeter, qui va effectivement définir l'innovation en 1911 dans le livre La théorie du développement économique. Et il va expliquer que l'innovation, c'est l'élément fondamental, je le cite, qui met et maintient le système capitaliste en mouvement. D'accord ? C'est dans la théorie du développement économique de Schumpeter. Eh bien, à l'évidence, on s'aperçoit que ça va être l'alpha et l'oméga pour diriger des sociétés. C'est-à-dire que l'économie, par l'innovation, va pouvoir diriger les sociétés. Et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui assis sur une chaise, c'est de l'innovation. Le fait que je puisse vous parler avec un micro, c'est de l'innovation. Nous sommes venus en train, c'est de l'innovation. Nous allons manger avec quelque chose qui est découvert, qui est de l'innovation. La nourriture, c'est de l'innovation. Vous en avez en permanence partout. L'innovation est totalement débridée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus ces pouvoirs, à la fois le pouvoir pastoral, comme je l'ai expliqué, le pouvoir politique et l'augmentation des connaissances scientifiques, elle devient débridée autour notamment de trois axes fondamentaux et qu'il faut avoir en tête. Je vous donne un exemple. Les problématiques politiques. On peut prendre les bases de données. La base de données, vous êtes sur Instagram, Facebook, Twitter et les autres comme moi-même. Sauf que nous savons que l'usage de ces données-là ont été détournés à des fins politiques. Vous connaissez tous le scandale Cambridge Analytica, dans lequel les individus aux États-Unis et en Angleterre ont eu des données confisquées, pas confisquées, plus exactement reprises, je préfère le mot confisqué parce que finalement les gens ne le savaient pas que ça leur avait été pris. Les données à propos des personnes qui avaient des hésitations entre voter pour ou contre le Brexit et pour ou contre Donald Trump. En fonction des doutes que vous aviez, vous receviez des publicités ciblées sans que vous-même vous le saviez. C'est ce qu'on appelle de la manipulation des masses. Eh bien, cette manipulation des masses s'est faite à travers une technologie, en l'occurrence un réseau social, à travers une innovation pour une finalité politique. On a des dizaines d'exemples de cette façon-là. Ça peut être, par exemple, les caméras à reconnaissance faciale, comment elles sont utilisées à des fins politiques, notamment en Chine, pour un contrôle social, des comportements sociaux, par exemple, ou des comportements religieux, je pense aux Ouïghours, qui sont contrôlés de cette façon-là. Deuxième élément d'une innovation débridée, l'environnement. Si vous réfléchissez à l'endroit, et vous avez déjà nombreuses fois parlé de cet élément-là, mais si vous réfléchissez à quel endroit se trouve votre précédent téléphone portable, ou le précédent encore, ou celui d'avant, il y a de très grandes chances que, puisque nous sommes en Europe, qu'il soit actuellement en train d'être sur une déchetterie au Ghana. Et la déchetterie, c'est plutôt une plage qui va d'ailleurs un peu plus vers l'eau. Ce qui signifie que 600 millions par an, 600 millions de produits technologiques sont fabriqués. 600 millions sont fabriqués, sont vendus. Il n'y a pas de système de recyclage, il n'y a pas de système de prise en compte, juste pour une très très faible partie. Donc ils sont où ces technologies? Ces technologies sont achetées par les pays les plus pauvres. Le Ghana est payé pour pouvoir recueillir nos innovations que nous ne voulons plus. Si vous êtes en Asie, ce sera reçu notamment par la Malaisie, puis par l'Indonésie. C'est le deuxième axe d'une innovation débridée. Le troisième, qui est important, qui est la question humaine. La question humaine, la technologie par exemple, eh bien l'innovation va être le projet CRISPR. Le projet CRISPR, vous connaissez probablement, c'est le fait de pouvoir modifier l'ADN d'un fœtus quand le fœtus est encore dans le ventre de sa maman. Ça a été fait pour la première fois en 2018. Vous savez, ce chercheur chinois qui est apparu sur scène à l'occasion d'une conférence et il a montré ce qu'il avait fait, notamment sur 2 enfants, sur 2 jumelles. Autrement dit, l'innovation débridée nous apporte des questions fondamentales qui ne sont pas d'ailleurs, et j'insiste dessus, qui ne sont pas d'ailleurs uniquement de l'ordre de l'environnement, du recyclage, de la protection de la planète, ce qui est probablement très bien. Mais nous ne pouvons ignorer les conséquences politiques de l'innovation. Nous ne pouvons pas ignorer les conséquences humaines de l'innovation. Alors comment faire? Eh bien, depuis des années 2010 est apparue la notion d'innovation responsable, avec l'objectif d'intégrer de la responsabilité tout au long des processus d'innovation. C'est ce que l'on a fait notamment avec la Commission européenne en essayant de donner les outils
d'une possible innovation avec responsabilité. Néanmoins, ça ne touchait pas le fond, ça ne touchait pas le fondement de l'innovation. Donc d'autres propositions ont été faites, notamment un type d'innovation pour réparer l'innovation, c'est ce qu'on appelle l'innovation care. Care, caring, vous voyez de quoi je parle, c'est-à-dire prendre soin. Et là, la notion commence à être un peu plus originale, parce qu'elle veut dire que tout ce que l'on doit faire pour pouvoir changer à l'intérieur, innoware comme je vous l'ai dit, eh bien, va avoir une autre coloration qui est de dire il faut que je prenne soin quand je fais quelque chose. Il y a d'autres propositions. Une autre qui s'appelle l'innovation non standard. Alors l'innovation non standard, c'est justement pour aller à l'encontre de Schumpeter, à l'encontre de ces innovations économiques à seulement un but capitaliste ou libéral. Eh bien, cette innovation non standard, c'est celle peut-être qu'il faut questionner. Autrement dit, si l'on a de l'innovation responsable, si l'on a de l'innovation non standard, si on a de l'innovation care, on s'aperçoit que l'on a peut-être une fenêtre de tir, une fenêtre d'opportunité pour réparer l'innovation au sens étymologique de terme, c'est-à-dire reprendre les choses telles qu'elles sont, à savoir les innovations, si vous vous souvenez bien du tout début de mon intervention, d'Hippodamos, l'architecture, Platon sur la façon avec laquelle les individus doivent être philosophes, mais également Xénophon ou Aristophane. Autrement dit, avoir une autre finalité de l'innovation que celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire confisquée par l'économie depuis 1911, comme je vous l'ai dit. Comment est-ce que ça, c'est possible? Eh bien, c'est possible selon plusieurs axes. Le premier axe, c'est de dire comment devons-nous regarder l'innovation? Est-ce qu'elle doit rester confisquée par un système capitaliste, c'est-à-dire par un système exclusivement privé, où l'innovation peut avoir une autre dimension, quand je parle des droits, Aristophane, quand je parle de l'architecture des villes, lorsque je parle de Xénophon, lorsque je parle de Platon, d'avoir une notion pour l'innovation à travers un système de bien commun. Et ce système du bien commun, il est d'autant plus important et intéressant que l'innovation se confronte à ce moment-là avec une autre notion qui est celle de l'invention. Alors c'est important de le noter pour quelle raison? Quand vous regardez l'usage du terme innovation, il a suppléé celui d'invention. Jusque dans les années 70, c'était le mot invention qu'on utilisait tout le temps. Et puis depuis les années 70, c'est le terme innovation qui arrive. La différence entre les deux, c'est quoi? Je reviens sur Schumpeter. Schumpeter, la définition de l'innovation est la suivante. C'est l'exploitation industrielle des inventions et leur dissémination qui leur donne une importance économique. Je répète, l'innovation, c'est l'exploitation industrielle des inventions qui leur donne une importance économique, leur dissémination qui leur donne une importance économique. Autrement dit, si je le reformule, pour que vous qualifiez quelque chose d'innovant, il faut que ça ait quatre critères. Un, qu'il y ait une idée, donc une invention, mais ça ne suffit pas. Qu'elle soit capable d'être exploitée industriellement. La troisième dimension, la disséminer. Et la quatrième dimension, qu'elle soit profitable. Si je prends la paire de lunettes que j'ai sur ma tête, c'est exactement ça. Il faut qu'il y ait une idée, la paire de lunettes, qu'elle soit reproductible, que je puisse en avoir dans toute la salle, par exemple, fabriquée par une machine, qu'on soit capable de la disséminer, et enfin, qu'elle me rapporte de l'argent. C'est la seule définition qui, depuis 1911, dirige notre économie. Pensez bien à ça. Chaque heure qui passe, chaque école d'ingénieurs, chaque université, chaque école de commerce qui propose l'innovation définit exclusivement l'innovation avec la définition de Schumpeter. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de profit, ça n'est pas de l'innovation. Ça veut dire donc que c'est de l'invention. Et pourtant, peut-être qu'il nous faut de l'invention. Peut-être que l'invention est au contraire quelque chose qui est nécessaire pour justement privilégier le bien commun. Et donc, quand nous avons à redessiner l'invention et l'innovation, nous avons à redessiner également comment nous qualifions ce que nous faisons. Autrement dit, cette phrase est fondamentale, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Et dès lors, ce point-là rappelle le tout début de notre innovation avec Platon. Pourquoi est-ce que vous êtes un philosophe roi?
Le philosophe roi est celui qui peut diriger la cité parce qu'il est mué par la spiritualité selon deux axes. Je pense selon le bien et selon le juste. Pour Platon, je pense selon le bien et selon le juste. Et à ce titre-là, je suis capable de diriger la cité. Souvenez-vous très rapidement d'un de vos cours probablement de philosophie en terminale. Lorsque Socrate s'adresse à Alcibiade, il lui dit « Comment veux-tu diriger la cité si tu n'es pas capable de te diriger toi-même » Eh bien, l'innovation dont je vous ai parlé, oubliez-la. Vous devez penser à l'innovateur. Parce qu'on parle trop souvent d'innovation que l'on va condamner, mais l'innovation n'existe pas sans innovateur. Et je conclurai avec ça. L'enjeu est de dire comment je vais réfléchir, non pas à l'innovation responsable, comme je vous l'ai dit, non pas à l'innovation non standard, comme je vous l'ai dit, non pas à l'innovation care, mais comment on forme les innovateurs de demain pour qu'ils puissent réparer l'innovation. Et pour cela, c'est forcément à travers cette notion de responsabilité, de spiritualité selon laquelle le dit Platon, à savoir essayer de qualifier chacune des innovations si elle est faite uniquement selon le bien, selon le juste. Merci beaucoup.